Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans cet épisode 7 de Profession Sophrologue. Je vous l'annonçais la semaine dernière, cet épisode est un petit peu le pendant du précédent. La semaine dernière, dans l'épisode 6, on a abordé donc les choses qui étaient susceptibles de nous prendre de l'énergie. Et cette fois-ci, on va parler des choses qui peuvent nous donner de l'énergie. Alors peut-être que vous entendez que je suis légèrement enrhumée. Comme on est pendant la trêve des fêtes, la trêve des confiseurs, j'ai choisi pour cet épisode d'être un peu plus en mode improvisation. J'ai rédigé quelques éléments comme toujours, mais ce sera peut-être un peu moins au cordeau que d'habitude. Et puis après tout, j'essaye d'être assez cohérente, c'est-à-dire de m'appliquer à moi-même ce que je conseille aux autres, c'est-à-dire de faire bien sans chercher à faire parfait. Je reviens sur cette notion d'énergie puisque un des objectifs de ce podcast est justement de vous aider à rester dynamique, dans une dynamique pour développer et apprécier votre métier de sophrologue. Donc dans cette notion d'énergie, moi je mets 3 dimensions. La première, c'est tout naturellement l'énergie physique, c'est-à-dire l'effort que ça nécessite, l'engagement que vont demander un certain nombre d'actions et puis aussi le temps qu'on va y consacrer. La deuxième dimension, c'est l'énergie intellectuelle, c'est-à-dire la capacité à réfléchir, à décider, à créer ou à imaginer. Et puis la troisième dimension, c'est davantage une énergie émotionnelle, c'est-à-dire ce qui va être nécessaire pour assurer votre propre équilibre psychologique, c'est-à-dire vous sentir bien déjà vous-même avec vous-même, mais aussi votre équilibre relationnel, vous avec les autres. Donc ce sont vraiment ces notions qu'on va creuser, qu'est-ce qui nous donne de l'énergie dans notre pratique en tant que sophrologue. Avant de commencer, je vais revenir rapidement sur les workshops que je vous ai annoncés et surtout sur les 2 premiers dont les dates sont déjà fixées. Donc le jeudi 16 janvier de 12h30 à 14h, le premier workshop sera sur « Je définis mon modèle économique ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque participant va trouver des clés et des pistes pour déterminer de quelle manière il va structurer son métier de sophrologue à sa manière et surtout pour en tirer des revenus et des revenus qui lui correspondent. On sera amené par exemple sur la forme à se demander s'il faut prendre un cabinet à temps plein, à temps partiel, est-ce qu'il faut ne travailler qu'en visio, est-ce qu'il faut faire du domicile, est-ce que ça vaut le coup, est-ce qu'il faut hybrider un peu tout ça ? Et puis sur le fond, on va travailler davantage sur le type de prestations qu'on peut réaliser. On parlera également de tarifs et pour moi c'est toujours important parce que c'est un métier. Avec ce métier, vous devez gagner votre vie, donc on parlera d'argent. Le deuxième workshop sera le jeudi 30 janvier, toujours de 12h30 à 14h. Alors pour l'instant, j'ai choisi ce créneau horaire, mais ça ne veut pas forcément dire que je le maintiendrai tout le temps. Mais sur les premières demandes que j'ai eues, c'est un créneau qui semblait vous convenir. Donc ce deuxième workshop sera je pose le cadre de mes séances. Mais sur le contenu de celui-ci, je reviendrai plus longuement un peu plus tard. Tous ces workshops ont toujours un peu la même logique, c'est-à-dire que d'abord chaque workshop est indépendant, il dure 1h30, donc vous aurez le choix de le suivre en direct. En direct, vous pourrez me poser des questions sur le chat, mais vous pourrez aussi le suivre en différé. Par exemple, si vous n'êtes pas disponible ni le 16 ni le 30, vous pouvez acheter le workshop et vous le regarderez plus tard. Vous pouvez les suivre dans l'ordre que vous voulez par la suite, puisque a priori il y en aura plusieurs. Pour ce qui est du tarif d'inscription, c'est très simple. Il y a 2 tarifs. C'est 25 € si vous commandez le workshop avant le jour de sa tenue, et c'est 35 € après. Donc il n'y a pas d'histoire de forfait, de remise, de early bird ou de je ne sais quoi. C'est super simple. 25 € avant, 35 € après. Et que vous ayez suivi le workshop en direct ou que vous ayez choisi de le voir plus tard en replay, vous y aurez accès librement pendant 1 an.
Si vous voulez davantage d'informations, je vous incite à aller voir sur mon compte Instagram @espace du calme, notamment dans le lien qui est en bio, il y a un Linktree en bio, vous verrez tout le détail en tout cas de ces 2 premiers workshops. Allez, c'est parti pour aujourd'hui, on parle ensemble des 5 choses qui donnent de l'énergie. La première chose qui donne de l'énergie, paradoxalement, c'est de prendre du temps pour soi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand on lance une activité, on a tendance à être un peu tout le temps la tête dans le guidon. La tête dans le guidon, ça veut dire qu'on va être vraiment focus sur le lancement ou bien le relancement ou le redéploiement de son activité si on a connu par exemple une période qui était un peu plus mitigée. Dans ces moments-là, on balance toujours un peu entre la procrastination, on est un peu à l'arrêt, ça prend du temps, on hésite, et puis des moments de suractivité. Donc parfois on est en mode punitif, pour ne pas dire culpabilisant, en étant toujours entre j'en fais pas assez ou bien j'en fais trop. Si vous vous êtes arrêté pour lancer votre activité de sophrologue, si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes en reconversion, les autres, votre entourage, pensent qu'entre guillemets vous ne travaillez pas. Donc si dans cette période où vous ne travaillez pas, en plus vous ne faites rien, ça va renforcer pour vous l'idée d'immobilisme ou d'impuissance, ça augmente la culpabilité, ça peut jouer sur l'estime de soi, ça ne donne pas de l'énergie. Eh bien pour autant, il faut accepter de se poser de temps en temps pour souffler, pour récupérer, pour se changer les idées, pour se faire plaisir, aussi pour s'aérer les neurones. Ça peut être à n'importe quel moment, mais prendre du temps pour soi quand on travaille, quand on fait ce métier de sophrologue, c'est extrêmement important pour recharger les batteries. Alors moi, je vous donne des exemples pour moi. Toutes les 6 semaines, par exemple, je me programme une journée juste pour moi. Ça, c'est en plus des week-ends. Par exemple, je ne consulte pas le dimanche, je ne consulte pas le samedi non plus, donc je travaille sur 5 jours. Eh bien, je me garde toutes les 6 semaines une journée pour moi, où vraiment je vais faire des choses pour moi. Ça peut être aller voir une expo ou ça peut être aller me faire masser, peu importe, ou écrire, ou vraiment ce qui m'intéresse. Même chose, dans une journée de rendez-vous, je me garde toujours une demi-heure ou 1 heure pour me poser, m'aérer et surtout aller marcher. Moi, je sais que c'est ça qui me fait du bien, c'est ça qui m'aide à recharger, à retrouver l'énergie, c'est-à-dire de marcher, d'être à l'extérieur, d'être en contact avec les éléments. Ça peut être marcher dans la nature, ou même vous poser dans un parc si c'est ça qui vous convient. Donc vraiment se garder une petite soupape dans la journée pour retrouver cette énergie. De même que vous consacrez du temps aux autres, consacrez-vous du temps à vous pour prendre soin de vous. La deuxième chose qui me donne de l'énergie ou qui peut m'en redonner, c'est d'échanger avec des collègues. Alors, qui sont nos collègues quand on travaille seul? C'est vrai que dans un environnement où il y a autour de nous beaucoup de salariés, ou bien des gens qui ont des métiers plus classiques que les nôtres, se retrouver de temps en temps avec des personnes qui ont la même manière de penser que nous ou de travailler, le même mode d'exercice, eh bien, ça fait du bien. Enfin, on se sent compris, on se sent soutenu. Ça a pu m'arriver à certains moments de penser que j'étais vraiment très différente des gens qui m'entouraient et qu'au final, j'avais pas grand-chose à échanger avec eux, qu'ils comprenaient pas franchement comment je fonctionnais, quelles pouvaient être mes problématiques ou mes difficultés. Donc les échanges étaient un peu limités et ne m'aidaient pas vraiment. Dès que j'ai commencé à échanger, ça peut être des échanges de pratiques, mais ça peut être aussi des discussions avec des personnes en formation, en reconversion ou même en exercice qui pratiquaient un peu comme moi, ça m'a vraiment soulagée. À une époque, c'est même pour cela presque que je faisais des formations, c'était pour rencontrer des gens comme moi qui avaient les mêmes attentes, les mêmes aspirations ou les mêmes objectifs. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous faire finalement vous-même votre petit groupe d'amis, praticiens, thérapeutes ou sophrologues, rappelez-vous, on n'est pas forcément en compétition, on est aussi en complémentarité, donc on peut vraiment avoir une confraternité, entre collègues sophrologues. J'ai par exemple une amie psychologue avec laquelle j'aime beaucoup aller prendre un verre, en particulier en fin de journée, et on va pouvoir à certains moments partager quand on a eu des journées harassantes, quand on a eu des clients ou pour elle des patients dont les problématiques se ressemblent, ou parfois qui ont pu un peu user justement notre engagement, notre présence, notre énergie, notre attention. Alors non pas pour faire de la supervision ou de l'intervision, mais simplement pour discuter entre collègues. Moi, je vous incite beaucoup à vous constituer un petit réseau de personnes qui travaillent un peu dans le même domaine que vous, dans des domaines
assez proches pour avoir des conversations complètement libres, peut-être un peu plus légères aussi qu'avec votre entourage qui va vous parler de vos objectifs, de vos résultats ou de votre chiffre d'affaires ou de combien de clients vous avez vus dans la journée. Mais c'est vrai qu'avec des consoeurs ou des confrères, on va avoir les mêmes problématiques, les mêmes attentes et honnêtement, on se sent moins seul et ça redonne de l'énergie. La troisième chose qui participe à me redonner de l'énergie, c'est d'apprécier mes réussites. Alors peut-être que ça paraît un peu pompeux ou un peu présomptueux, peut-être même un peu orgueilleux, alors toutes choses qui sont parfois considérées comme des péchés. Dans l'épisode précédent, je vous conseillais de ne pas donner trop d'importance aux critiques, c'est-à-dire que les critiques, il faut y prêter attention pour avoir des sources d'amélioration, mais on ne reste pas focus sur les critiques. Donc je vais vous redonner un conseil qui pour moi est très important. Priorisez les choses, gardez votre énergie d'abord pour vous, pour vos projets et pour atteindre vos objectifs. Donc quand je vous parle d'apprécier vos réussites, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire se poser aussi parfois, s'arrêter pour prendre conscience de ce qui fonctionne déjà. Peut-être aussi valider ce qu'on a déjà fait progresser. Ça peut être aussi réaliser ce qui a concrètement avancé, les étapes aussi qu'on a franchies. Et moi j'aime bien par exemple célébrer les étapes franchies, y compris les étapes qui vous paraissaient évidentes, parce qu'on a toujours tendance à minimiser ou à banaliser les choses qu'on fait en se disant « ben oui j'avais dit que je le ferais, donc ça s'est produit comme ça, donc c'est super ». Ben non, c'est pas super, c'est vraiment super bien. Hein. Autorisez-vous à célébrer, à fêter vos victoires, vos petites victoires. Rome ne s'est pas faite en un jour, hein. Certaines choses prennent du temps et parfois c'est le temps nécessaire pour vous, hein, c'est-à-dire pour maturer les choses ou pour que vous vous sentiez prêt ou en accord avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc ce qui redonne de l'énergie, c'est vraiment de prendre conscience, d'apprécier les étapes, les réussites, les choses qu'on a fait aboutir, même si cet aboutissement, il n'est pour l'instant que temporaire. La quatrième chose qui me donne de l'énergie et même qui me redonne régulièrement de l'énergie, c'est de prendre du recul sur ma pratique. Tout à l'heure, je vous parlais de l'importance de s'accorder du temps pour soi. Alors s'accorder du temps pour soi, hein, pour faire partir la fatigue ou la lassitude, c'est bien, mais on a besoin aussi de temps pour considérer ou reconsidérer sa manière de faire professionnellement les choses. Moi, je ressens le besoin régulièrement de me donner l'occasion de voir si je suis toujours alignée avec ce que je suis en train de faire, que ce soit mes activités, ma posture, ma manière de faire les choses. Et puis de temps en temps, j'ai besoin, alors moi énormément, d'imaginer, de créer de nouvelles choses. Alors je peux être assez créative, je peux être parfois assez active, pour ne pas dire hyperactive, donc ça me permet aussi de doser, mais prendre du recul sur ma pratique, à certains moments, ça veut dire je fais une photographie des choses telles que je les fais, et puis je me demande si j'ai toujours envie de les faire comme ça, ou s'il y a des choses que j'ai envie de réajuster. Donc je vous mets en garde contre la tendance qui pourrait être « on a toujours fait comme ça ». Parce que cette tendance, on a toujours fait comme ça, et finalement, je répète des choses que j'ai toujours fait de la même manière, ça peut créer un côté un peu routinier et peut-être de la lassitude dans votre pratique, et franchement, ça serait dommage. Prendre du recul sur sa pratique, c'est s'autoriser à renouveler son regard, parfois à changer d'angle, peut-être aussi à reconsidérer ses centres d'intérêt. Il y a plein de manières de le faire. Ça peut être par le biais de vos lectures, les livres qui vont vous intéresser, que ce soit dans le domaine de la sophrologie, de la psychologie, du travail, du développement personnel, de la gestion des émotions. Ça peut être aussi voir ce qui se fait, regarder ce qui se fait dans d'autres domaines qui peuvent être proches. Je parlais tout à l'heure de la psychologie. Moi, je suis très sensible, par exemple, à la psychologie positive. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup aussi nourrir et me redonner une énergie intellectuelle, justement, pour être beaucoup plus aussi dans la création. Ça peut être aussi comme on le fait en marketing, et une fois de plus, ce que je dis n'est pas une grossièreté, appliquer des techniques qui viennent du marketing à un métier, et même si c'est un métier de sophrologie, c'est votre métier de sophrologue et c'est de l'accompagnement humain, on peut aussi avoir une approche marketing par rapport à un métier qui repose sur l'humain, et moi je fais beaucoup de benchmarking. Le benchmarking, c'est tout simplement un petit peu tester, voir les tendances sur le marché. Moi, ça m'aide beaucoup aussi à exercer ma curiosité.
Il y a souvent des thèmes, il y a des thématiques qui vont surgir tout d'un coup et on se dit, moi j'aime bien toujours me poser la question, est-ce que c'est un effet de mode ou bien est-ce que c'est une tendance lourde? C'est-à-dire que sur cette thématique, est-ce que c'est quelque chose, à un moment je vais me poser la question de l'introduire dans ma propre pratique professionnelle ou bien construire quelque chose qui me permette de le proposer à mes clients? Je prends un exemple, par exemple, la concentration. C'est une thématique qui peut être assez classique au travail. Aujourd'hui, on va parler du deep work. C'est toujours l'idée de se dire, est-ce que le deep work, c'est un effet de mode ou est-ce que vraiment il y a une tendance lourde, c'est-à-dire qu'on va travailler sur l'hyperconcentration. Donc dans ma pratique, par exemple en entreprise, il faut que maintenant que j'introduise des outils sur la base de la sophrologie, parce que moi c'est ma technique, donc il faut que j'introduise des outils qui permettent d'activer ces capacités de deep work. Et puis, la 5e chose qui va m'aider à garder, à conserver mon énergie, c'est que j'ai un kit de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans les moments de baisse d'énergie ou dans les moments de baisse de morale, c'est bien d'avoir une espèce de boîte à outils dans laquelle vous allez pouvoir puiser toutes les choses qui vous ont fait du bien ou qui vous font du bien en général. Donc ça, je vous conseille votre kit de survie, de le constituer, de l'écrire à un moment où vous vous sentez bien. Donc les outils que vous mettez dans votre kit de survie, c'est vraiment toutes les choses, les activités qui vous réveillent, qui stimulent votre morale ou qui font pétiller vos neurones. Donc ça peut passer par la musique, ça peut être aussi une série un peu doudou que vous aimez bien regarder parce qu'elle vous fait immédiatement sourire. Alors moi je vous donne un exemple, moi c'est Kaamelott. Kaamelott c'est très pratique parce que je trouve ça extrêmement drôle. Les épisodes sont courts et moi quelques épisodes de Kaamelott ça suffit à faire remonter ma bonne humeur. Ça peut être aussi une activité créative, quelque chose que vous allez faire avec vos mains et qui va restaurer notamment ce qu'on appelle l'état de flow. L'état de flow, c'est cette expérience optimale qu'on va vivre quand on est investi, impliqué dans quelque chose qu'on sait faire, qui demande une certaine difficulté, qu'on fait avec plaisir et pendant cette activité, le temps est comme suspendu. En revanche, pour recharger l'énergie, les activités créatives, c'est vraiment extraordinaire. À ce sujet, si vous êtes intéressé par les ponts qu'on peut faire entre la sophrologie et la créativité, je vous invite à suivre un autre compte que j'ai sur Instagram qui est spécialement dédié à ce binôme sophrologie-créativité. Donc ce compte, il s'appelle Atelier Sophro-Créatif et notamment j'y parle du travail autour des cartes, quelque chose que j'avais développé au moment de la sortie de mon livre sur les power cards, c'est-à-dire celles qui vous permettent d'activer vos ressources. La créativité est un moyen d'activer ces ressources, donc je vous invite à aller faire un petit tour sur @atelier sophro-créatif pour trouver des idées pour vous. Donc vous l'avez compris, c'est le moment de faire pour vous, de créer votre propre kit pour 2025. Alors pour vous donner un petit coup de pouce, je partage avec vous ma propre playlist énergisante. Alors je l'ai mise sur Spotify et vous la retrouverez avec le lien qui est en commentaire de cet épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a donné l'envie de vous concentrer sur tout ce qui va vous énergiser au cours de l'année 2025. Alors surtout, j'attends vos retours sur Instagram, @espace du calme, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne année 2025.